Cet entretien a été réalisé dans le cadre de l'exposition Chambre avec vue de Florence Chevalier, un commissariat de Fabrice Bourlez. Cette exposition sera ouverte du 7 février au 12 avril 2026. Cet échange mené par Éric Degout fait partie d'un ensemble de documentation réalisée autour de la programmation des tanneries. Alors moi, ce que je souhaiterais savoir, Florence, Fabrice, c'est tout simplement comment vous vous êtes rencontrés. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons tous les trois autour de cette table? Comment est-ce qu'on s'est rencontrés, Florence? Tu te souviens? À Reims? À Rouen. À Rouen, pardon. Oui, il faut dire que j'alternais un demi-poste à Reims et un demi-poste à Rouen. Et que Fabrice était en effet plutôt dans l'école de Rouen-Le Havre et moi, Rouen. Mais voilà, oui, c'est ça. Comme on a une amie commune, qui est Manuela Marquez, qui était à Reims, et qui ensuite est venue à Rouen, en fait, il y a une espèce de triangle géographique et amical. Oui, c'est ça. Qui nous a réunis depuis... ça fait un bon moment maintenant, ça doit faire... ça fait très longtemps, oui. Plus de 15 ans qu'on se connaît, je crois. C'est ça. Et moi, j'ai eu l'occasion de voir ton travail dans plusieurs expositions. J'ai souvenir d'une exposition à l'Opéra de Rouen, notamment, où on avait longuement discuté. Et puis, il y a eu d'autres événements comme ça où on s'est croisés et où j'ai eu la chance non seulement de voir le travail de Florence, mais de parler du travail de Florence avec Florence, et puis de parler du travail des autres avec Florence, puisque, au fond... Quand on travaille en école d'art, ce qui était ton cas, ce qui est encore le mien, on s'occupe du travail de jeunes artistes en devenir, et Florence a une vraie générosité dans la manière de regarder les œuvres des autres, et je crois que ça valait dans ton travail de pédagogue, mais ça vaut aussi dans ta manière de regarder l'histoire de l'art. Merci. Et au-delà de ce contexte donc, de rencontre lié à votre contexte professionnel, d'enseignement, de transmission, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Florence, tu sollicites Fabrice pour t'accompagner sur ce projet? Eh bien, je voulais... tu m'as demandé d'abord de choisir un commissaire, ce qui n'est pas toujours le cas dans mes expositions. La plupart du temps, je fais tout. L'accrochage, le choix des heures, etc. Ce qui empêche une certaine, finalement... disposition critique de ma part, et le fait d'avoir un commissaire et que ce soit Fabrice. Alors, pourquoi pas Fabrice? Parce que Fabrice est psychanalyste, voilà. Le mot est lâché. Et je trouve que, ayant moi-même parcouru presque plus d'une trentaine d'années en tant qu'analysante, le rapport à la psychanalyse dans mon œuvre est assez évident et constructif. Je pensais qu'un homme, psychanalyste, philosophe en plus, professeur, pourrait tracer des voies et des réflexions qui pouvaient accompagner cette exposition, qui est vraiment de nature à interroger les liens qu'il y a entre les images, le rapport autobiographique, mais qui n'est pas si autobiographique que ça. Enfin, c'est une autobiographie très distancée, évidemment. Et ce dialogue avec les images, je pense que la psychanalyse, en tout cas celle que Fabrice a pris en compte dans son propre parcours, m'intéresse. Voilà. La question du genre, la question des identités, la question des transversalités, la question du tact. Pour quelqu'un comme moi qui ne suis pas toujours très dans le tact, c'est comme... c'est très bien. Ça m'a vraiment... Et puis, si on parle après de ce qui s'est passé là dans notre rencontre, plus précisément aux tanneries, je dois dire que je suis enchantée parce que son intervention a été pleine de tact. Et comme dans l'écoute psychanalytique et pédagogique, j'ai bien senti aussi ce rapport pédagogique. Et ça ne m'a pas déplu finalement d'être à la place de l'étudiant, avec beaucoup de discrétion, de placer les choses sans forcer, sans autorité, sans... Voilà, le mot de commissaire ne convient pas parce qu'en fait, c'est autre chose qui s'est noué là. C'est pas un rapport d'autorité, au contraire, c'était me faire, encore une fois, advenir à mon propre travail et le regarder autrement. C'est top. Et toi, Fabrice, qu'est-ce qui t'a motivé dans cette proposition, dans cette invitation? Qu'est-ce que dans le travail de Florence vient résonner avec tes préoccupations?
il y a plusieurs éléments de réponse. La première chose que je voudrais dire, mais ça je ne savais pas avant de démarrer cette collaboration, c'est que ce qui s'est noué au fur et à mesure des échanges, au fur et à mesure du travail, c'est une amitié. Et on était collègues, on se connaissait, on avait discuté. Moi, j'appréciais le travail de Florence pour ses qualités plastiques évidentes. C'est un travail qui m'avait touché, mais là, j'ai rencontré une amie, et ça, je pense que c'est un travail de sensibilité commune et d'échange autour d'une manière de voir le monde qui nous rapproche aujourd'hui. Mais ça, je ne pouvais pas le savoir avant de commencer la collaboration avec Florence. Ce pourquoi j'ai décidé d'accepter, c'est d'abord parce que pour moi, c'était un défi. C'est la première fois qu'on me demande on m'a déjà demandé d'écrire sur des expositions, bien sûr, mais c'est la première fois qu'on me demande de jouer ce rôle de commissaire, de curateur, d'interlocuteur, d'intercesseur, je dirais. Et ce qui m'intéressait particulièrement dans ce rôle d'intercesseur entre le travail, le public et la personne, c'était peut-être pas du tout de jouer au psychanalyste, parce que je crois que ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire que mon travail n'a pas du tout été de psychanalyser Florence Chevalier, qui a déjà un parcours analytique, elle vient de le dire, au long cours, donc elle n'avait pas besoin de ça. En revanche, je crois que le travail analytique a pu m'aider dans la manière de regarder les images de Florence, au sens où le travail de l'analyste, pour moi, est un travail effectivement à partir du tact, c'est-à-dire qu'on interprète avec la distance nécessaire pour être suffisamment proche de l'autre. Et cette proximité est une proximité qui nous sépare de l'autre, pour que l'autre puisse respirer. Et c'est un travail, en fait, qui se passe par la coupure et la couture. Et ce qu'on a fait dans le parcours artistique de Florence, c'est couper et coudre certains fils qui articulent l'ensemble de son œuvre. Je pense que tu expliqueras ça beaucoup mieux que moi, Florence, mais au départ, tu m'as montré des séries, en fait. Ton travail avance par séries. Et on a décidé de mettre un peu de jeu dans le jeu des séries. On pourrait dire ça comme point de départ. Complètement. Et c'est en ça que je dis que la rencontre a été extrêmement féconde pour moi, parce que ça, quelque part, libéré mon esprit de l'historique linéaire et construite par ensemble de séries bien identifiables et qui parfois peuvent laisser certains spectateurs étonnés de voir le cheminement, de ne pas comprendre pourquoi on passe du noir et blanc à la couleur. Voilà, elle est passée à la couleur. Bon, des trucs comme ça. Des incompréhensions qui sont sur le plan formel, esthétique, de passer de Casablanca à Enchantement ou inversement. Enfin, des formes qui s'étaient manifestées pour chaque série de manière différente et parfois peut-être ont provoqué des incompréhensions chez les spectateurs et chez les critiques d'art d'ailleurs. Donc certains m'ont dit à partir d'Enchantement, moi je ne peux pas suivre. Là, on était dans une poétique de l'espace, une vision de la nature, de l'enchantement. Et puis Casablanca, c'est du documentaire, donc ça ne nous intéresse plus. Enfin bon. Et ça, je trouvais pas ça pertinent, mais en même temps, je ne savais pas quoi répondre. Et finalement, le travail qui a été fait avec Fabrice, là, ça a été justement de découdre et de recoudre, en effet, les parties pris monolithiques et d'en faire un tissu ou les mailles, un patchwork. D'ailleurs, l'idée de patchwork, l'idée de tapis, mais très précieuse. Et le fait de recoudre ces choses ensemble et de montrer que finalement la trame est tout à fait cohérente et que les éléments se succèdent mais en même temps reviennent en arrière. Enfin, que tout ça peut être rejoué, revécu et reanalysé. Oui, justement, au prisme de ce jeu dont tu parles, qui est une forme de liberté qu'on accorde à l'œuvre.
sans la contraindre et en montrant qu'en effet, dans l'enfance, il y a de la mélancolie. Dans la mélancolie, il y a de l'enfance, mais il y a aussi du plaisir, et que dans le plaisir, il peut y avoir de la violence. Et du coup, on s'aperçoit que tous les ensembles, toutes les séries dialoguent entre elles, et que ce qui compte, c'est qu'au final, les spectateurs voient l'intensité et l'intensité de l'expérience sensible et esthétique que j'ai accordée à chaque série, finalement, parce que c'est pour ça que j'ai fait des ruptures, enfin, où je suis passée d'une chose à l'autre formellement, parce que à chaque fois, c'était tellement intense qu'il fallait que je puisse respirer autrement. Dans un autre espace. Donc, j'ai créé des espaces formellement et esthétiquement différents, avec quand même un point commun qui est quand même cette présence très forte de la lumière, de l'ombre, des corps, des espaces qui parfois sont plus ouverts ou parfois plus refermés. Enfin, il y a tout un aller-retour entre le dehors et le dedans, l'intime et l'extime. Ça, c'est vraiment... je crois, l'armature des différentes séries. Oui, et c'est l'armature même de l'exposition. Il y a peut-être un point que moi j'aimerais souligner et qui m'a vraiment amené à accepter la proposition avec joie, c'est que rencontrer le travail de Florence aujourd'hui, c'est rencontrer aussi une sorte d'histoire de la photographie. C'est-à-dire qu'on a la chance, Florence, de revenir sur des travaux que tu as pu faire dans les années 80, 90, 2000. Et donc, ce sont différentes périodes comme ça de l'histoire d'une femme au sein de l'art contemporain. Et ça, je trouve que c'est un point qui résonne dès le titre même de ton exposition. C'est-à-dire que Chambre avec vue au pluriel, on entend tout de suite le clin d'œil au texte de Virginia Woolf, qui est une sorte de manifeste féministe, une chambre à soi. Je pense que, penser ton exposition, revenir sur tes travaux qui s'égrènent comme ça au cours de différentes décennies, c'est revenir aussi sur le parcours d'une femme dans la société des artistes, la plupart du temps dans la société des commissaires, la plupart du temps une société d'hommes. En fait. Et donc, moi, j'étais extrêmement séduit à l'idée de pouvoir accompagner et montrer la cohérence, peut-être d'un regard, par moment, on pourrait presque dire, de guerrière par rapport à cette société d'hommes qui ont accueilli ton travail dès le départ, en fait. Mais en même temps, on se dit, oui, ça, c'est un parcours de battante, en fait, en quelque sorte. Oui, et ben j'ai la chance d'avoir un caractère d'aventurière, c'est vrai, et que dans l'adversité de mon enfance au Maroc, adversité familiale, hein, je ne parle pas du pays lui-même, qui même s'il était bouleversé par des mouvements profonds de contestation et de revendication et de presque révolution vis-à-vis de la présence des Français là-bas. Je parlerai plutôt de l'instabilité, du manque de soutien familial qui m'ont permis, dans un pays étranger, qui n'était pas le mien, mais que j'ai fait mien, ce pays m'a permis finalement de trouver un accueil, un lieu, des personnes, des êtres qui avaient plus d'importance que ma propre famille, qui sont devenus ma famille. Et quand je nomme 1955 Casablanca, je nomme ma ville natale, mais aussi ma maison d'enfance. Je nomme l'architecture de cette ville qui a été prépondérante dans ma construction mentale, dans les images formatrices et mon attachement à l'architecture. Le bord de mer, qui a été aussi très important dans la série Casablanca, parce que c'est ce bord de mer finalement qui m'a permis à la fois de donner un document sur cet espace abandonné. Donc, ce lieu abandonné avait un sens aussi symbolique en ce qui concernait mon enfance, et que les piscines vides peuvent être vues comme en effet une architecture désuète, abandonnée, mélancolique, mais aussi comme un contenant sec. Un
contenant sec, vidé. Et là, c'est vrai que le rapport à la psychanalyse, pour moi, est très important parce que ce contenant, ces piscines, c'est quand même aussi, ça évoque le corps de la mer, ça évoque le manque, enfin la violence même de cette absence. Et il y a une piscine notamment où il reste très très peu d'eau. Et là, on se dit, il n'y a plus grand-chose qui permette de nager. Et certaines piscines sont totalement sèches et il y a des plongeoires. Et je me dis, là aussi, sur le plan d'un document architectural, c'est assez fort, mais en même temps, on se dit, c'est dangereux. Parce qu'en effet, monter sur un plongeoir et sauter dans une piscine sèche, c'est terrible. Et puis, à Casablanca, il y a cette architecture de la ville que j'adore, mais il y a aussi le fait que ce bord de mer a une frontière. Et cette frontière entre l'océan, qui est dangereux, et la ville et la plage, ce sont ces architectures de piscine extraordinaires qui permettent en effet de se baigner sans danger. Mais en même temps, comme je vous dis, quand j'y suis retournée, elles étaient vides. Et je pense que ça a été un déclencheur très fort. En plus, 1955, c'est une année où à Casablanca et au Maroc, il y a eu beaucoup de soulèvements populaires. D'ailleurs, quand j'ai exposé à la Villa des Arts et que j'ai appelé mon exposition 1955 Casablanca, les Casablancais m'ont demandé d'enlever la date. Parce que pour eux, ça évoquait vraiment des années de tourments, de révolution, enfin de soulèvements violents, difficiles voilà. Donc, je l'ai retiré, pas de problème. Mais moi, j'entends ce que tu dis, et effectivement, enfin, il y a ce rapport à l'architecture dans ton travail qui est très fort. On pourrait presque dire que les différentes séries que tu as construites au cours de ton parcours sont autant de fondations, de murs qui tiennent la maison de ton travail, de ton œuvre sur pied. Et le jeu de cette exposition que nous faisons ensemble, c'est de justement moduler ces fondations, montrer comment c'est une maison qui tient sur pied aujourd'hui et on peut passer d'un endroit à l'autre de la maison, on peut mélanger les années de production des œuvres pour montrer autrement cette architecture qui tient debout. Mais en même temps, ce que tu dis par rapport à 1955, par rapport à Casablanca, par rapport à cette situation inaugurale de toi là-bas au Maroc, dans des conditions pas toujours évidentes, on dirait, c'est aussi de ces deux trucs-là, c'est-à-dire les murs de la maison d'un côté et de l'autre, cette situation inaugurale, il y a quand même quelque chose, enfin je voudrais t'entendre là-dessus, quelque chose du parcours d'une femme qui construit son œuvre un peu par elle-même, quoi. C'est-à-dire que Oui. J'aimerais t'entendre sur ton parcours de femme, en fait, au cours de toutes ces années, et comment est-ce que dans les années 90, dans les années 80, quand on est une femme et qu'on veut s'affirmer comme photographe, on s'avance, en fait, par rapport à ce monde qui était quand même plutôt masculin, quand même, faut bien le dire. Bon, alors, je suis à Paris. Après plein de péripéties, je suis à Paris. Et je fais un stage, je me lance pour faire un stage avec Guy Lequérec, un stage de photographie. Et Guy Lequérec reçoit mes premiers autoportraits nus dans les miroirs et il dit « Bon, pour le reportage, vous repasserez, mais ça m'intéresse. » Évidemment, je pense que le fait que j'étais une jeune femme assez séduisante, y était aussi pour quelque chose. Donc, les nus autoportraits, il me dit, bon, on va faire comme si c'était un reportage sur vous, venez dans ce stage. Donc, j'ai appris pendant une année les bases, les fondements de la photographie, la prise de vue, etc. Dans la rue, j'ai fait des reportages, enfin bref. Et une copine me dit, mais tu sais, à Pompidou, ils cherchent des autoportraits. Sayac veut faire une expo sur l'autoportrait, donc j'y vais. Et tout de suite, il me dit, OK, c'est bon, quoi. Mais il me dit, mais quelles sont vos références dans la photo? Bon, Man Ray. Il me dit... Mais je dis, mais non, c'est lui qui m'annonce Man Ray, alors qui met ça dans les pattes. Alors je dis, oui, mais moi, c'est moi sur les photos. Il me dit, on s'en fout que ce soit votre cul ou pas votre cul.
Et je suis restée toujours avec cette phrase violente, finalement, parce que moi, je revendiquais d'être le modèle de mes photographies en tant que femme. Enfin, ce n'est pas un homme qui photographie une femme, mais c'est une femme qui se photographie elle-même. Les féministes m'ont dit ah, mais vous avez un regard d'homme sur vous. Bon, voilà. Enfin, tu vois, toutes ces incompréhensions, tous ces renvois d'images. Bref, j'ai fait avec. J'ai exposé donc dans l'exposition Autoportrait à Pompidou, et ça, c'était un encouragement extrême parce que mes études de théâtre ne m'ont pas permis de monter sur scène vraiment. Je n'ai pas réussi à m'inscrire dans ce schéma de collectif. Enfin bon, tu vois, j'avais besoin d'être seule. C'est ça. Et cette solitude que j'ai maintenue dans... Alors, on parle de chambre avec vue, mais les premières chambres, qui est aussi un mot de la photographie, c'était rue de la Clé, au-dessus du cinéma de la Clé, formidable, c'est là que j'allais regarder tous les films, et au-dessus de la fac, où je prenais mes cours de théâtre. Et là, 2 chambres de bonne, au 6e étage, l'une éclairée par la lumière du soleil, où j'ai commencé à faire mes premiers autoportraits dans les miroirs, nus, et l'autre chambre, une chambre de labo photographique, donc une chambre noire dans laquelle je développais et faisais mes tirages. Voilà, je travaillais et je vivais comme ça. Cette chambre noire a été aussi l'occasion pour moi d'accueillir une femme sans abri, franco-vietnamienne, dont le père avait été, pendant la guerre du Vietnam, avait été photographe. Donc, elle adorait la photo, j'ai fait des photos d'elle. Enfin bref, elle a vécu dans le labo photo. Elle avait un matelas par terre et elle me faisait la cuisine vietnamienne après dans la chambre où je vivais. Enfin bref, c'était une cohabitation assez marrante. Tout ça pour dire que la solitude, oui, ça c'était la condition essentielle de ce choix de la photographie et de l'autoportrait. Voilà. Ne faire qu'un avec soi-même, s'interroger évidemment en tant que femme sur qu'est-ce que c'est qu'un corps, quel est mon corps, quel est mon visage, éprouver même physiquement, sensuellement, dans la lumière du soleil, avec les ombres qui se reportent sur soi. Enfin, finalement, éprouver la photographie, mais corporellement, charnellement. Je dis toujours que ce sont les miroirs qui cadrent, et c'est vrai que c'était les miroirs qui cadraient, qui découpaient le corps et qui le rendaient avec la lumière chaude des rayons du soleil, qui le rendait vivant. Donc il y avait une espèce de passage comme ça entre le vivant, le charnel et puis l'image. Et tout ça se nourrissait mutuellement de façon intense, oui. Chambre avec vue, on l'a mis au pluriel. Une des raisons pour lesquelles, je crois, nous l'avons mis au pluriel, ce titre, c'est parce que, effectivement, tu as raison, il y a l'idée d'une solitude qui traverse le rapport au corps, le rapport à l'image, et en même temps, je dirais que ta solitude, c'est une solitude peuplée. C'est-à-dire que ce que l'on va montrer dans l'exposition, c'est pas seulement le travail de l'actrice. Il y a une chambre qui s'appelle la chambre de l'actrice, qui est une des chambres avec vue qu'on a décidé d'offrir aux spectateurs et spectatrices, mais où tu es plutôt mise en scène de manière solitaire à travers les différentes époques, beaucoup d'autoportraits, mise en scène, donc, et où on te voit actrice de toi-même, on te voit emprise sur la représentation de ton corps, sur la représentation du corps de la femme, mais en même temps, dans les autres chambres, puisque ce sont des chambres au pluriel, j'insiste, il y a des rencontres avec les autres. C'est pour ça que je parlerai de solitude peuplée. Est-ce que tu pourrais nous dire comment s'est peuplée ta solitude de femme photographe ? Il y a eu plusieurs époques. Je dirais que la première époque est celle de Noir Limite. Oui. Tu peux nous dire peut-être ce que c'était Noir Limite, c'est un groupe de 3 photographes, dont 2 hommes, une femme, comme l'avait nommé Bernard Lamarche-Vadel, et bon, j'en parlerai après, mais Jean-Claude Bellégou, Yves Trémorin. Et pendant 6 ans, on a travaillé à la création de performances, de manifestes, d'expositions, de catalogues, de manière tout à fait autonome, sans galerie, en association, on était associés. Et sur la question du tragique.
Voilà, parce qu'en fait, on s'est aperçu, eux-mêmes avaient déjà commencé une œuvre, on s'est aperçu que ce qui nous rassemblait tous les trois, c'était une affinité très profonde sur l'histoire de l'art, sur le surréalisme, comment fonder un groupe de photographes dans un monde où la photographie à l'époque était plutôt le reportage, était plutôt le documentaire, la photographie humaniste. Et nous, on avait envie d'installer à l'intérieur du monde de la photographie un rapport à l'art, un rapport au tragique et au corps. Et dans les rapports, nous, très très clairement, Eros, Thanatos, c'était nos deux parangons, comme ça, on avait envie de travailler sur ces deux-là. Et même, ça paraît un peu prétentieux, mais c'était ça. Eros et Thanatos, le surréalisme, André Breton, etc., etc. Et puis, l'histoire de la peinture. Voilà, la littérature, la peinture. Ce qui fait que pendant 6 ans, on se voyait à peu près tous les 2-3 mois pour partager nos avancées dans les œuvres sur des sujets qu'on s'était donnés au départ. Donc, le corps à corps amoureux et ensuite la mort. Et voilà, on partageait les avancées, les planches contact, les projections, les discussions, parfois très dures. Non, ça, c'est pas intéressant. Si, ça, c'est génial. Ça, c'est pas... Bref, avec des arguments, plus que ça. Et au final, on a monté un certain nombre d'expositions en commun, dont une qui était la première, presque inaugurale, oui, le corps à corps amoureux, censurée par la Maison de la Culture de Bourges. Donc, ça a commencé très bien. Et à partir de là, nous avons eu des soutiens de personnalités aussi différentes que Bernard Lamarche-Vadel, Jacques Henrique et Jean-Claude Lemagny. Ce qui a fait de nous, alors, un peu un groupe sulfureux. Enfin, il y a eu plein de termes ajoutés à Noir Limite, qui étaient parfois un peu excessifs. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc, une solitude peuplée d'abord d'Eros. Oui. L'exposition s'ouvre sur un mot Absolument. Pas innocent, c'est les plaisirs. Notre première chambre, c'est la chambre des plaisirs. Absolument. Et comme disait Bernard Lamarche-Vadel, l'expo n'a pas été censurée parce qu'il y avait des sexes, etc., et des poils, mais parce que c'était une femme entre deux hommes qui prenait la parole, enfin, qui exprimait sa présence. Bon. Oui, la deuxième partie de notre parcours, c'était la mort. Et bref, enfin, tout s'est enchaîné comme ça sur ces territoires. Mais la mort était aussi une façon de montrer le corps désirable, finalement, même dans la mort. En fait, il y avait, peut-être pas chez Trémorin, mais en tout cas chez Béligou et moi, il y avait une dimension, en effet, très sensuelle et très, très vivante. Enfin, moi, je suis en morte, mais franchement, c'était tout à fait désirable. C'est une morte, oui, quand même assez sensuelle et voluptueuse. Mais j'aimerais bien qu'on essaie de rester justement sur la manière dont les autres viennent rencontrer ta solitude, parce que voilà, c'est pas une œuvre qui est strictement autobiographique ou c'est pas une œuvre qui est non plus strictement autocentrée, c'est pas une œuvre où il n'y aurait que des autoportraits à travers les différentes périodes de ta vie. C'est une œuvre effectivement de solitude photographique et en même temps c'est une œuvre qui est régulièrement tournée vers les autres en fait. Les autres, je crois, ce sont les habitants du Maroc. En fait, je pense que... Alors bon, on parlera après du bonheur, parce que là, c'est un gros morceau sur la solitude à deux. Oui. Mais si on parle de toutes les orientations ensuite, la kaléidoscopie, quand je parle de la figure dans le tapis, enfin, toutes ces métaphores orientales, en fait, finalement, c'est le point de départ de cette solitude peuplée, ce sont les gens du Maroc. Ce sont les gens de la Méditerranée, de tous les pays que j'ai traversés ensuite, mais qui sont au départ, je dirais, ce lieu originel qui est la ville natale, Casablanca, et le pays tout entier, et les habitants. À tel point que parfois j'ai pu confondre ma nationalité française avec la nationalité marocaine en allant sans passeport au Maroc et on me refoule à la douane en me disant mais non, il faut un passeport. Non mais vraiment il y a quelque chose mais de très particulier quand même. Je dois dire j'ai épousé aussi, et quand je dis épousé, réellement ce pays
Et ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple parce qu'il y a comme un écart énorme de culture. En tant que femme, je sais que quand j'ai traversé pendant 15 jours les rues de Casa, le bord de mer, j'ai été quand même très, très sollicitée, on va dire, pour faire passer le détroit de Gibraltar. Mais bon, je crois que quand j'étais enfant, la solitude de mon enfance m'a menée vers des familles d'accueil. C'est-à-dire que, bon, voilà, dans la famille, il n'y avait pas forcément de quoi s'occuper de moi. Donc, j'allais, on m'emmenait, on me déposait ou on venait me chercher, famille italienne, famille marocaine, famille juive, famille espagnole. Enfin, j'étais tout le temps chez des familles différentes, avec des langues différentes, avec des comportements et des cuisines différentes, etc. Et je crois que ça, c'est aussi un des fondements de ma maison, c'est-à-dire que le multiculturalisme de Casablanca, en tout cas pour moi, ça a été extrêmement riche, fécond, et quelque part, c'est pour ça que je me sens jamais vraiment seule. Il y a le soleil aussi, il y a le climat, il y a la nature du pays lui-même, c'est-à-dire ses odeurs, son climat, c'est la charge du soleil et des pays du Sud qui m'accompagnent tout le temps et que je recherche même ici. J'avoue que quand on m'avait fait une proposition de faire une résidence dans le nord de la France, à Saint-Omer, j'ai tout de suite dit non. J'ai dit non, mon climat, c'est pas possible. Et finalement, après 2 ans de réflexion, ils sont revenus à la charge. Et j'ai fait des images aussi où il y a du soleil, où finalement les champs de colza, c'est pas du colza, c'est du lin, deviennent gorgés de soleil. Il y a toujours moyen de trouver finalement une façade qui a de l'ombre et de la lumière. Mais c'est mon écriture, ça, c'est sûr que c'est aussi... Et la photographie, c'est mon médium, c'est-à-dire que c'est fait partie de moi. Là, il y a les autres, il y a la photographie. À moi, c'est une espèce de triangle amoureux qui fonctionne bien pour moi, qui me soutient énormément. En fait, en te posant cette question, moi, j'avais en tête la série Commun des mortels. Ah, ça, c'est autre chose. Où tu es quand même en dialogue justement avec d'autres altérités que juste que ce soit la ville ou que ce soit des humains. Il y a tout un univers. Oui, je l'ai découvert tardivement, cet univers en Normandie, après la série Le Bonheur, qui a été un choc d'une violence inouïe. C'est-à-dire que là, si on parle de psychanalyse, je dis souvent que l'œuvre me devance. Parfois, elle en sait plus que moi et sur ma vie. Et d'avoir fait la série Le Bonheur, ça a été une déflagration dans ma propre vie que je n'avais pas imaginée. Alors peut-être on peut expliquer ce que c'est la série Le Bonheur pour la série ceux qui nous écouteront. C'était une série qui, normalement, on devait prendre pied dans un projet Noir Limite. Et finalement, c'est le moment où le groupe a explosé, s'est dissous. Et j'ai formé pendant 2 années des images carré, 6-6, avec mon mari, dans la maison, une maison bourgeoise, un jardin magnifique, voilà, un homme très beau, une femme qui encore jeune. On était un beau couple, comme on dit. Et au départ, je voulais un peu rendre grâce à la beauté de cette maison, de ce couple. Mais très vite, les choses m'ont échappé dans le sens où je mettais quelque chose que j'imaginais pas mettre, qui était en effet que nous étions 2 solitudes, que ces images étaient des images complètement mensongères, en fait, que c'était comme des miroirs aux alouettes, et que derrière tout cette soi-disant beauté et joliesse des images, il y avait une souffrance incroyable, il y avait de ma part un non qui se proférait, tu sais, comme quand Pasolini dit il faut dire non à cette société bourgeoise, des belles, de la consommation, des apparences, des belles images. Et c'est vrai que moi, j'étais pas là-dedans. Moi, je suis une femme archaïque. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, je suis une femme archaïque? Je suis celle du commun des mortels. C'est-à-dire celle qui est proche des animaux, qui est proche de la terre, qui est proche des plantes, qui est proche de la campagne. Et pourtant, j'ai jamais vécu dans la campagne, je sais pas pourquoi. Je me sens comme quelqu'un de la terre. À la limite, je serais plus, paysanne qu'autre chose. C'est pour ça que je dis archaïque aussi, parce que j'ai en moi une sorte de goût. Je me reconnais dans des formes
très ancienne. Voilà. Quand Philippe Bazin dit que mon travail et mon univers sont presque d'une époque baroque, avant même que la société dans laquelle nous sommes advienne, c'est-à-dire l'ère industrielle, et maintenant, je crois que c'est plus possible même d'en parler, tellement c'est ignoble ce qu'on est en train de vivre. Je me dis que moi, je garde en mémoire quelque chose en moi de très ancien, un vécu très ancien, et qui revient dans les photographies, qui sont aussi... il y a une espèce de hiatus entre l'art contemporain et mon travail, je pense. Moi, je le sens un peu comme ça. En tout cas, moi, je sais pas s'il y a un hiatus entre ton travail et... Enfin, moi, je pense que ton travail a entièrement sa place dans le champ de l'art contemporain. Ce qui me semble intéressant dans ce que tu formules là, c'est que effectivement, il y a toute une sorte de regard porté sur la théâtralité des apparences, d'une part, dans ton travail, notamment dans la série Le Bonheur, qui montre effectivement le côté fictif, fictionnel, de l'oubli de la solitude fondamentale de l'être humain. Et puis, quand on se dirige dans une série comme Commun des mortels, il y a la dimension commun des mortels. En fait, c'est la mort qui nous accommune, j'ai envie de dire. À côté d'Eros, il y a toujours Thanatos, c'est ce que tu disais tout à l'heure, de manière très psychanalytique. Et au fond, quand tu vas vers ce qui nous rend commun, ce qu'on partage toutes et tous, en deçà des apparences du quotidien, en deçà des apparences du couple, en deçà de la théâtralité d'un bonheur un peu fictif comme ça, tu renoues, toi tu dis avec quelque chose d'archaïque, tu citais Pasolini, il y a, et ce sera je crois aussi présent dans l'exposition avec la salle centrale qui en fait ce grand jardin dont on va parler ensemble tout de suite, mais il y a une sorte de tension, de regard porté vers une sorte de, je sais pas si c'est archaïque, mais c'est une sacralité profane, on pourrait dire. Oui. Hein? Oui, c'est ça que j'appelle archaïque. Oui, c'est ça. C'est vraiment c'est cette espèce de fascination que Pasolini pouvait avoir aussi pour voilà le sous-prolétariat, pour la terre, les pour corps, les corps dans la nature, voilà, pour ces corps qui sont pas encore façonnés par un néolibéralisme triomphant, une société capitaliste qui viendrait comme ça nous formater tous un peu de la même façon. Bon, dans Commun des mortels, je crois que ça, c'est au devant de ces triptyques qui viennent photographier des altérités qui témoignent, qui sont extrêmement expressives, quoi. Il y a ce regard vers les altérités qui peuplent ta solitude, que va chercher l'appareil photo. C'est vraiment de ce côté-là, j'ai l'impression que ça... Oui, Commun des mortels, c'est une série que j'aime beaucoup et qui en même temps n'est pas facile je sais pas, à défendre ou à regarder. C'est qui tout double avec cette série. Bah, pour beaucoup de mes séries d'ailleurs, les spectateurs, c'est un peu qui tout double. Mais dans cette série, je crois qu'il y a cette dimension du sacré que j'ai essayé de trouver dans les choses les plus humbles, les plus simples, dans le souffle, dans l'air, dans un enfant qui se lave, etc. Et l'animal blessé, qui est aussi une sorte de... Oui, c'est triptyque qui mêle à la fois verticalement un humain, une plante, un espace de nature et un animal. Je disais que l'animal blessé dans cette série, elle était finalement l'expression de ce que je n'avais peut-être pas réussi ou pas voulu montrer dans la série Le Bonheur, mais qui est là en filigrane. Et là, l'animal blessé, il me représente en fait. Et donc cette couture, en fait, ce sont plus des animaux de laboratoire la plupart du temps, les fameux cochons là qu'on voit avec des cicatrices énormes. Je ne sais même pas comment j'ai pu avoir le courage d'aller dans ces lieux de science où on pratique ce genre d'expérience pour les photographier, parce que je crois que maintenant je m'évanouirais. Je ne sais pas, j'y suis allée. De même que le petit veau qui naît dans la ferme à côté de laquelle je vivais. J'ai participé à la naissance de ce veau.
J'ai aidé le fermier à l'extraire. Il était mort, né, comme ils disent. Il respire pas. Et comme j'étais là, j'avais mon 6-6, j'avais le petit veau dans les bras. Il m'a dit, souffle-lui dans la gueule. Et là, j'ai fait réanimation du petit veau. Et là, ils m'ont dit, bon, on va l'appeler Noir Limite. Formidable. Voilà, donc la boucle était bouclée. Et puis, il y a beaucoup d'enfants dans Commun des Mortels. C'est vrai que ce sont peut-être justement les enfants qui ne sont pas dans la série Le Bonheur, et que je n'ai jamais eu d'ailleurs, mais que j'ai adopté. Alors, quand tu parles de mon travail tourné vers les autres, c'est vrai que les enfants des autres, justement, sont des parts importantes de ma vie et de ma photographie. Certainement, oui. Et jusqu'à aujourd'hui, principalement la série avec la petite fille d'André, mon compagnon, mon mari même, Gabriel, qui est l'objet d'un livre à sortir, là, à paraître en décembre. De l'âge de ses 4-5 ans à ses 17 ans, je l'ai photographié. Donc là aussi, sur un temps très très long. Et on va la retrouver dans l'exposition, cette petite fille. Tout à fait. Et peut-être, puisqu'on en est sur ces triptyques de Commun des Mortels, il y a évidemment ce rapport au sacré, il y a évidemment ce rapport aux altérités, les animaux, la nature, les enfants, peut-être des éléments qui ne sont habituellement pas forcément mis en avant dans la société du bonheur prêt-à-porter, on va dire. Et en même temps, que ce soit dans cette série-là ou dans une autre, comme dans Les Enchantements, par exemple, il y a tout un travail tu l'expliquais, le commun des mortels, ce sont des sortes d'images qui sont composées en triptyque, n'est-ce pas ? Donc, il y a tout un travail de cadrage, de recadrage, de composition de la photographie qui intervient souvent dans ton travail. C'est-à-dire que c'est pas simplement je photographie soit la mise en scène et la fiction d'un bonheur un peu prêt-à-porter, ou je photographie des éléments d'un sacré un peu profane, d'un sacré un peu intempestif, évanescent, mais il y a aussi une construction d'un cadre dans l'image, c'est-à-dire c'est un triptyque. C'est une image qui est photographiée, découpée et recomposée. Aujourd'hui encore, tu travailles beaucoup avec une recomposition à partir des couleurs aussi. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment la dimension peut-être plus technique de la composition de l'image intervient dans cette rencontre avec cette solitude peuplée ? Qu'est-ce qui se joue en là pour fait, c'est pareil que comment contrer sa propre solitude ou comment l'accompagner, disons, ou la peupler. Eh bien, l'image unique m'a toujours paru problématique. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai construit en série, mais c'était un peu la mode à l'époque des années 80. La photographie plasticienne, entre guillemets, se construisait beaucoup par série. Il y avait évidemment la notion de tragique aussi dans la série. Ça permettait d'épuiser un peu le sujet, de tourner autour d'un point brûlant et d'en montrer toutes les irradiations, enfin, toutes les facettes. Mais quand même, à partir du bonheur, déjà, 38 photographies du bonheur, j'avais en tête l'idée, peut-être plus que le théâtre, le cinéma. Parce qu'en fait, mes grands amours, c'est quand même aussi le cinéma. Parmi mes grands amours de littérature et cinéma. Et le bonheur, c'était quand même ça. C'était quand même l'image publicitaire, du roman photo, des œuvres cinématographiques qui traitaient ce sujet, du couple. Enfin, c'était tout un environnement autour de l'image cinématographique du couple, que ce soit chez Antonioni ou chez Varda ou chez un film qui s'appelle Le Bonheur. Bref, bon, il y avait plein de choses comme ça sur le roman photo, sur toutes ces images qui nous habitent, qui peuplent notre imaginaire. Et j'avais envie de toutes les user, enfin tu vois, les balancer, de les exterminer pratiquement.
c'est pour ça que je dis que c'était une bombe aussi pour moi, parce que je ne savais pas que je manipulais ça. Et c'était violent. Commun des mortels, ça, j'ai agi autrement. C'est-à-dire que dans l'expérience de cette déflagration, qui a été suivie par une dépression, dans la météo, j'ai été obligée de chercher au creux de la dépression une dépression très, très sévère, très noire. J'étais obligée de chercher des éléments du vivant, du quotidien, qui allaient me ramener à la vie. Et ce sont ces éléments d'animaux souffrants, enfants, se lavant, femmes au bord de l'épuisement avec blessés, enfin bon. Et cette construction verticale, je l'ai trouvée, comme ça, théoriquement, chez Kuleshov. C'est-à-dire qu'à partir d'Eisenstein et de Kuleshov, cette idée que si on associait des images entre elles, mais qu'on les associait par rupture et non pas d'une manière élégante, en faisant des passages, vous voyez ce que je veux dire. Là, c'est resté rugueux. Et le fait de les empiler les uns sur les autres, sans qu'il y ait de passage finalement très sur le plan plastique, ça permettait d'obtenir une sorte de violence visuelle. En fait, les images ne sont pas recadrées, elles sont prises telles que très près au 6-6. Ce sont des coupes, en effet, dans le vivant, dans le cours des choses. La petite souris morte, la femme qui a les seins qui pendent, enfin, toutes ces choses qui sont parfois disgracieuses, en effet, où la mort et l'ingrat du vivant peut... pas le gras, l'ingrat ce qui est ingrat dans le vivant peut apparaître. Et curieusement, c'était là que j'allais trouver... Et on dit toujours que quand ça va très mal, quand vous êtes en dépression, il faut descendre très très bas pour pouvoir remonter. Et je suis descendue très bas, et ces images m'ont beaucoup aidée à remonter, en fait. Ça a été quels sont mes fondements à moi? Et quand je dis archaïque, c'est ça. C'est-à-dire, c'est la petite fille au Maroc qui vit un été dans le grand sud marocain, dans une ferme. Et qu'est-ce qui est vivant dans cette ferme? Ce sont les animaux. Ce sont les tomates qu'on va écraser sur sa figure pour les manger goulûment, le jus de la tomate qui coule sur soi, ce sont les poules qui barbotent dans une espèce d'eau ciment qu'il faut laver, et puis on lave et on va faire des glissades et on est tout dégueulasse. Voilà, ça c'est moi, petite fille, dans un moment merveilleux. Mais la question pour moi, elle était que je voulais te poser, elle est plus formelle en fait. C'est-à-dire, oui, je sais. Commun des mortels, c'est 3 images qui sont l'une en dessous de l'autre. Enchantement, qui est une série qui vient un petit peu après, on a une recomposition dans une image de différentes formes photographiques. Les philosophes qui viennent plus tard, on a des diptyques d'images comme ça. Donc, il y a véritablement une recherche dans ton travail de composition qui viennent un petit peu défaire peut-être la frontalité d'une image, juste une image, en fait. Comment ça fonctionne pour toi? C'est pas de la composition, justement. Alors, explique-nous ce que c'est. C'est de la construction. Oui. Mettre 3 carrés au-dessus d'un, au-dessus de l'autre, tu fais une colonne. Voilà. Tu fais un pilier. Donc c'est de l'architecture? C'est de l'architecture. Enchantement, c'est de l'architecture. C'est une coupe de maison. Tu vois, Jacques Tati, quand il passe dans sa maison, qu'on le voit au théâtre, quand les gens sont au théâtre et qu'ils voient une maison, un appartement avec un premier, un deuxième, ils passent comme ça, on les voit passer au théâtre, tu sais, d'une pièce à l'autre comme ça. Bon, ça, c'est des trucs que j'adore. Mais je ne l'ai pas voulu, je ne l'ai pas théorisé, je l'ai fait comme ça. Par exemple, Enchantement, je suis allée faire des photocopies de mes planches contact. À l'époque, on descendait au coin de la rue chez le mec qui faisait les photocopies. Et le mec, déjà, mes planches contact, au labo, il les avait pas faites bien droites, les bandes. Et quand j'ai fait mes planches contact, j'ai vu que les bandes noires et tout ça, ça créait un motif architectural et plastique qui m'intéressait fortement. Et là, je me suis dit, OK, c'est comme au cinéma, en Super 8. Moi, j'ai fait du Super 8, beaucoup. Et j'ai beaucoup travaillé avec des artistes qui travaillaient le Super 8. J'étais monteuse. Le Super 8, quand la machine commence à se déglinguer, t'as des espèces de diffraction de l'image, de sautillement. Et là, ça m'intéressait après Le Bonheur, qui était une série monolithique, plombée par la souffrance, la solitude des deux, machin. Et je pouvais plus supporter les belles images et tout. L'Enchantement avec ses barres noires, déjà, il y avait la limite noire. Et le couple que j'ai reconvoqué, qui étaient mes étudiants des Beaux-Arts de Paris, à qui j'ai demandé de poser pour moi, et qui
naviguent à l'intérieur d'un système qui est comme un petit film. Ils sont présents. Parfois, il y a juste leurs jambes. Parfois, il y a le chien. Parfois, ils sont pas là. Parfois, elle est seule. Parfois, il est là. Parfois, il n'est pas là. Et cette espèce de mouvement un peu cinétique qui se produit à l'intérieur du cadre de l'enchantement, ça m'intéressait beaucoup parce que c'était une façon de déjouer le monolithe de l'image fixe, quoi, enfin de la photographie. Ouais, ça, je trouve que C'est c'est un jeu formel, Ouais. mais qui a du sens pour moi aussi, pour me libérer de l'univocité de l'image, mais aussi du couple et de l'injonction à être ensemble. Oui, ce qui donne un peu explication aussi et sens à ce autour de quoi va tourner l'exposition, puisque au fond, ce qu'on a décidé de mettre au cœur de l'exposition, c'est une chambre, mais en même temps, on a décidé d'appeler cette chambre jardin. Donc, c'est-à-dire qu'à l'intérieur et au cœur de l'architecture de ces différentes chambres, ce que je trouve vraiment très intéressant dans ce que tu viens de développer, c'est qu'on voit bien comment la question architecturale qui est liée à des souvenirs d'enfance se retrouve en fait au cœur de certaines de tes images. C'est-à-dire que tu penses l'image comme une architecture pour échapper à la frontalité monolithique d'une simple photographie, une photographie comme ça qui viendrait, une image un peu toute faite, ready-made, quoi, qui viendrait recouvrir le bonheur, le couple. Oui, la totalité du monde. Voilà. Et au fond, nous, ce qu'on a décidé de mettre au cœur de l'exposition, c'est une chambre très singulière, puisque c'est une chambre qui d'habitude est à l'extérieur, qui est au cœur de l'exposition, c'est un jardin. Et ce jardin, à nouveau, tu as décidé, enfin, on en a beaucoup discuté, et je crois qu'on est arrivé à une solution qui sera intéressante. On a décidé que dans ce jardin-là, il y aurait certes des photos, mais il y aura toute une série d'éléments qui vont venir un petit peu perturber, disons, le rapport à la photographie classique, puisque il va y avoir des surélévations, il va y avoir des éléments qui sont des bâches, qui sont pas véritablement des photographies encadrées. Comment est-ce qu'on pourrait parler de ce jardin qui est à la fois au cœur de l'exposition et en même temps qui en fait son dehors et qui défie justement la dimension monolithique de l'image, comme tu l'as qualifié tout de suite? C'est peut-être pour moi la pièce la plus difficile à la fois à concevoir et à commenter, parce que c'est très récent, parce que je ne l'ai pas encore vue dans l'espace, parce que je réponds à la demande de l'espace des tanneries, finalement, parce qu'en général, mes œuvres existent, elles sortent du labo, on les met sur les murs, voilà. C'est en ça que je dis que je suis patriarche contemporain, je suis assez classique. Le fait d'installer quelque chose au centre de l'espace des tanneries, ça a été une gageure. Gageure, je sais pas comment on dit. Et les bâches, ça me plaît bien. Ça me plaît bien, d'autant que dans certaines photographies, il y a beaucoup la question du textile. Même, on a une photo qui doit être exposée dans la chambre de la mélancolie, qui est une énorme bâche photographiée à Naples, comme une peau de bête. Alors, il y a le rapport à l'architecture dans mon œuvre, mais il y a aussi le rapport au textile. Et le textile renvoie évidemment au corps, l'architecture renvoie au corps. En fait, c'est le corps qui est au centre de ce travail que je mène depuis les années 80. Et tout ce qui recouvre ou que le corps habite, que ce soit un vêtement ou que ce soit une maison, que ce soit un jardin, finalement, c'est le corps qui est suggéré, qui est présent, absent. En l'occurrence, dans le jardin, là, il n'y aura que des fleurs, des oiseaux et des saturations. Voilà. Alors, on peut dire que peut-être ce qui est le point d'ancrage de ce nouveau travail, c'est la saturation des couleurs. Qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que ça nomme? Si on repart sur l'idée de l'archaïque, du sacré, du profane, d'un certain rapport au monde ancien,
je pense que le jardin, c'est là aussi quelque chose de très ancien, de très archaïque. Moi, ce que j'appelle archaïque, c'est-à-dire que voilà, c'est le début, à la fois le début et la fin du monde. Quand je dis la saturation, des fois, je me plais à penser que c'est une intensité colorée qui prévient d'un danger. C'est-à-dire que le jardin n'est pas vécu là comme un espace de repos total et de bien-être, mais il contient on pourrait dire comme un venin, mais je ne sais pas si c'est le mot qui convient, un poison qui est porté par les couleurs. C'est-à-dire que là où je pense qu'on en est, et là je divague un peu, mais peut-être, pourquoi pas, la nature, celle qui nous entoure, celle dont on a énormément besoin pour survivre sur cette terre, elle est en danger, mais nous sommes en danger en fait. Nous sommes en danger. La saturation, elle apparaît comme quelque chose de très joli, très beau, comme ça, très attirant, mais j'aime bien jouer avec là aussi les belles couleurs et tout ça. Mais en même temps, elle est chargée d'un poison et d'un danger. Voilà. Ouais, c'est un peu tout ce que je peux dire sur ce jardin parce que c'est pas encore très clair pour moi. Ce qu'il y a quand même de très clair, de mon point de vue, dans ton travail, et qui articule, au fond, comment on a réparti les différentes chambres dans cette architecture du centre d'art, c'est effectivement cette double dimension, à la fois extrêmement séduisante et en même temps presque trop séduisante de la fleur et de la couleur des fleurs. C'est-à-dire que on a dans chacune des pièces, donc voilà, pour reprendre un peu l'ordre avec lequel on va circuler dans l'exposition, on arrive par la chambre des plaisirs, on passe par la chambre de l'actrice, et puis on arrivera dans le jardin. Là, il y a plusieurs bifurcations qui peuvent se proposer aux spectateurs, soit aller vers la chambre de la mélancolie, soit aller vers la chambre des horizons, continuer par la chambre des protecteurs et protectrices, ou aller du côté de la chambre de l'enfance. Je crois que j'ai fait un peu le parcours. Et au fond, donc, dans chacune de ces pièces, on va retrouver très concrètement différents temps de ton travail. On a décidé de mixer les différentes époques de ton travail justement pour en montrer moins peut-être la cohérence que la logique, en fait, l'affirmation de tout ce dont on vient de parler. Et c'est vrai que sans doute que ce qui fait vraiment le lien entre ces différentes chambres, entre ces différentes pièces, c'est bien sûr toi, c'est bien sûr la question de la femme photographe, c'est bien sûr aussi la question du corps et de l'architecture, autant de thèmes qu'on vient de traverser ensemble. Mais c'est aussi et surtout la question de la fleur, en fait, dans sa séduction, dans sa couleur et dans son double lien entre Eros et Thanatos, justement. Oui, c'est-à-dire que funèbre. Exactement. Ah bah la fleur, elle est à la fois la fleur d'amour, la fleur qui séduit, et c'est une fleur du mal, c'est une fleur funèbre. Ça, je pense que c'est tout à fait fascinant de voir comment, au fond, même dans les moments où tu vas vers l'archaïque, le sacré, il y a toujours cette ombre qui rôde un peu de la fleur funèbre. Complètement. Et les autoportraits aussi. Oui. Floraison. Oui. Mon nom est Florence. Voilà. Donc, c'est un nom qui comporte des fleurs, déjà, la déesse des fleurs. Et la série Floraison, donc, ces derniers autoportraits que j'ai faits, les plus récents, je veux dire, parce qu'après, on ne sait jamais si ce sont les derniers, mais les plus récents, où en effet, je tiens des sortes de bouquets ou de branches de fleurs devant mon visage. C'est à la fois comme une décoration, enfin c'est comme comment on pourrait appeler ça, pas un maquillage, mais une forme festive, oui. Comme dans un carnaval ou voilà la fête des fleurs, on fait des machins, des couronnes, des trucs, mais en même temps c'est très très funèbre. En fait, et c'est vraiment ça dans ces fleurs-là, dans toute la série du jardin,
C'est pour ça que Éric, tu voulais pas qu'on mette éventuellement les bâches au sol, tu as dit, on dirait un cimetière, en fait, qu'il y avait un côté, et c'était presque trop dit qu'elles soient au sol, la dimension tombale, et le fait de les réélever, ça permet d'un peu de respirer, de moins se... Oui. Quelque part, en fait, c'est toute cette déambulation qu'on va proposer aux spectateurs et aux spectatrices, c'est un peu à chacune de voir comment il décide de s'emparer de ces forces qui sont à l'œuvre dans ton travail, quoi. C'est-à-dire, est-ce que d'un côté, on décide... Au fond, c'est pas tellement un poison, la fleur, c'est plus un pharmacone, quoi. C'est-à-dire que c'est le poison remède, hein. Le pharmacone en grec, c'est comment tu l'utilises qui permet de soit se désespérer, soit retrouver des puissances de vie, quoi, en quelque sorte. C'est mitoyen, enfin, je veux dire, c'est en même temps. Exactement. C'est les deux revers de la médaille, mais Exactement. pour tout dans mon œuvre, si on la prend que d'un côté, du côté de l'image séduisante, belle, etc., on se trompe. Si on la prend que du côté morbide, mortifère, on se trompe aussi. Enfin, et peut-être que si l'exposition est réussie, les spectateurs pourront faire ce retour sur eux-mêmes aussi pour se dire... Ah mais tiens, là j'éprouve ça et là j'éprouve ça aussi. Et d'une certaine manière, peut-être commencer à interroger leur propre ressenti dans leur vie, dans leur existence. Ce qui n'est pas simple, hein. Je ne vais pas dire que... Non, mais en visitant une exposition, on peut faire le bilan de sa propre intériorité. Mais ce en quoi, là, pour le coup, on est effectivement très psychanalytique. C'est-à-dire que, bon, qu'est-ce qu'il nous dit Freud par rapport à l'inconscient ? C'est un rêve, l'inconscient, ça ne connaît pas la contradiction. Ça peut être deux choses contraires en même temps. Et fondamentalement, je crois que dans la manière dont on a pensé le parcours et ces chambres avec vue, effectivement, ce qu'on essaye de faire, c'est cette contradiction, de montrer comment dedans et dehors sont dans une contiguïté. Et pas du tout dans une opposition frontale, mais où, au fond, quand on rentre à l'intérieur de l'exposition, on se retrouve à l'extérieur, on se retrouve dans le jardin. Oui. Et quand on va à l'extrême pôle d'une partie de l'exposition dans la mélancolie, on est exactement en face du pôle de l'enfance, en fait. Et donc, il y a là des contradictions, des espoirs et des désespoirs qui se nouent et qui, plutôt que d'être opposés, convivent, en fait, hein. C'est-à-dire, sont ensemble, quoi. En même temps, dans une sorte de tension que je trouve... Enfin, j'espère qu'on pourra la faire partager aux gens qui viendront dans l'exposition. Et au fond, tu évoquais tout à l'heure le terme d'extimité, mais c'est exactement ça, quoi. C'est-à-dire une intimité qui est extérieure, une intériorité qui nous fait passer au dehors de nous-mêmes, et en même temps une extériorité, un rapport à l'autre qui est au plus près de nous-mêmes, au plus intime. Bon, extimité, c'est vraiment la position du sujet par rapport à son objet de désir, en quelque sorte. Il est en nous et en même temps on ne le connaît pas tout de suite. Oui. Je crois que ton travail tourne beaucoup autour de ces questions d'extimité, en fait. Et puis, cette solitude dont tu parles, qui est vraiment fondatrice et que, voilà, à laquelle on ne peut pas échapper, ontologiquement elle est là. J'aime bien penser aussi qu'à l'intérieur de chacun de nous, il y a des peuples entiers, anciens, passés, actuels. Et moi, j'aime bien les allers-retours du temps entre le passé, le présent, et tu vois, que toutes ces choses se ravivent à l'intérieur de chacun de nous. Par la culture, par l'art, par la lecture. D'ailleurs, j'ai commencé à faire des choix de textes pour le livret de l'exposition. Et je tiens absolument à montrer que tout ce parcours, s'il a été rendu possible, évidemment par les expériences de ma propre vie, de l'enfance, mais aussi beaucoup par la lecture, la littérature, le cinéma, enfin les apports qui ont nourri voilà, le chemin. Oui, tout à fait. Il y a cette citation de Deleuze qui est très belle, où il évoque le peuple qui manque. Et au fond, ce qu'il dit, c'est il s'agit toujours de
de créer, de penser la création, pas seulement pour les peuples contemporains, pas seulement pour les peuples passés, mais pour celles et ceux qui n'ont pas encore trouvé de représentation, celles et ceux qui auront besoin d'images à venir, quoi. Il dit « Ce constat d'un peuple qui manque n'est pas un renoncement au cinéma politique, mais au contraire la nouvelle base sur laquelle se fondent dès lors dans le tiers-monde et les minorités. Il faut que l'art, particulièrement l'art cinématographique, participe à cette tâche. Non pas s'adresser à un peuple supposé, déjà là, mais contribuer à l'invention d'un peuple. Hein ? Au moment où le maître, le colonisateur, proclame « Il n'y a jamais de peuple ici », le peuple qui manque est un devenir. Il s'invente dans les bidonvilles et les camps, ou bien dans les ghettos, dans les nouvelles conditions de lutte auxquelles un art nécessairement politique doit contribuer. Comment penser pour un peuple qui manque ? Comment donner des images pour celles et ceux qui en auront besoin demain, quoi. C'est pas seulement vers l'arrière et le présent, mais c'est aussi vers l'avenir qu'on se tourne. C'est magnifique. Il y a juste un point qui me semble intéressant peut-être à évoquer, qui est celui aussi, au-delà des architectures, mais je pense que vous n'avez parlé finalement que de ça. On qualifie souvent des conditions d'habitation par rapport à l'architecture, etc. Puis il y a une autre dimension de l'architecture qui est la maisonnée, qui est en fait tout le contenu de l'architecture et qui fait aussi architecture, qui fait aussi espace de vie partagé. Et dans ce projet, en tout cas, dans l'idée que vous en portez, pour moi, c'est vraiment cet écho de maisonnée qui transparaît en chaque endroit. Et c'est quelque chose qui, justement, renvoie à une dimension très liée à la vie, qui me semble important de souligner. Et puis, dans le jardin, puisque vous avez terminé par rapport à ça, tout à l'heure, tu as évoqué qu'à un moment donné, l'œuvre anticipée sur les choses. Et finalement, je crois que le jardin, c'est ce lieu d'anticipation qui est central dans la proposition et qui fait qu'à partir de ça, la question du point de vue se met en place en tout lieu. Donc, c'est vraiment une belle proposition. Bravo.